Je vais inviter notre grand témoin, notre dernier invité que je vais présenter succinctement avant de lui donner sa carte blanche. On est vraiment très heureux de l'avoir avec nous, puisque, en l'occurrence, Denis Piveteau est une figure, au risque de lui faire gonfler un peu les chevilles, mais une figure importante du domaine de l'autonomie au sens où nous l'entendons en France. Alors, si on l'a invité, c'est précisément parce que, bien entendu, il a été une cheville ouvrière particulièrement cruciale et aussi le premier directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc, il a en quelque sorte bâti dans cette maison les premières pierres qui ont fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En même temps, j'ai découvert en lisant des bouts de curriculum que j'ai pêchés ici et là, que nous avons failli être collègues au CNRS, puisqu'il a été, avant que je n'y entre moi-même, chercheur au CNRS entre 1985 et 1990. C'est un ancien élève de l'école polytechnique qui a choisi la haute fonction publique et les questions sociales. Il n'est pas le seul, bien entendu, à avoir parcouru ce genre de transition, mais elle est tout de même remarquable. Et puis, il est maintenant donc au Conseil d'État et à la section sociale du Conseil d'État. Et ce que nous lui avons demandé, c'est bien sûr d'avoir toute liberté pour puiser dans ce qu'il a entendu toute la journée et de ce qu'il sait bien sûr de ce programme prioritaire de recherche qui essaie de faire un dialogue entre recherche, décision publique, représentants des usagers et au fond cette temporalité longue d'investissement dans la recherche pour que peut-être il y ait un avant et un après PPR, parce qu'il n'y en aura probablement pas deux. En tous les cas, l'avenir le dira. Mais c'est un programme dont on espère qu'il apportera des fruits et pour les scientifiques et pour les citoyens et pour le décideur public. Donc c'est à vous. Je vous remercie beaucoup une fois encore. Merci Claude. Merci à ceux qui sont... Alors je vais peut-être me mettre... un peu trop solennellement, pardon, mais j'ai quelques papiers du coup, pour lesquels le pupitre va me servir de support. Merci, c'est un honneur de conclure ces 2 journées. J'ai pu assister, malheureusement pas pu être avec vous hier, mais j'ai pu assister à toute la journée aujourd'hui. Et je salue du coup ceux qui nous voient à distance. Je remercie ceux qui sont présents dans la salle. C'est toujours plus chaleureux de s'adresser à des vrais gens qu'on voit physiquement, mais on est aussi très content de pouvoir profiter de l'extension que permet la visio. Je veux dire, je vais prendre les choses sous un angle juridique, puisque c'est en quelque sorte professionnellement, Claude l'a rappelé tout à l'heure, enfin à l'instant, ce point de vue un peu séquent que je peux porter. Et donc, je veux dire, c'est que l'angle juridique est intéressant parce que les sciences sociales doivent cheminer, doivent trouver leur sujet d'étude dans un espace qui est structuré par les règles que les sociétés se sont fixées à elles-mêmes. Je veux dire, par les normes de droit. Bon. Et la recherche en sciences sociales se saisit par conséquent d'un espace social qui est, comment dire, architecturé par le droit, dont le droit fixe en quelque sorte l'architecture. Mais enfin, elle n'est pas non plus prisonnière de cette architecture, parce que les sciences sociales peuvent tout à fait poser un regard critique sur cette architecture juridique et peuvent aider à la faire évoluer, cette architecture. Voilà. Et le champ du grand âge, du handicap, de la perte d'autonomie est au carrefour de beaucoup de corpus juridiques. On peut citer l'État, droit de la santé, droit de la sécurité sociale, assurance vieillesse, assurance maladie, droit de la construction pour l'accessibilité, le droit du travail, voilà, le droit de l'aide sociale, etc., etc. Et celui que je voudrais retenir ce soir, puisque je ne vais pas les traiter tous, c'est celui qui m'intéresse le plus, parce que c'est le dernier né, c'est le dernier structuré en tout cas, c'est la grande nouveauté en France, le fait que l'autonomie est depuis une loi de solidarité nationale, donc inscrite comme un nouveau risque de protection sociale. Santé, autonomie, retraite, accident du travail, famille, en France, ce sont les 5 risques de protection sociale qui structurent juridiquement, soudent juridiquement la collectivité nationale.
Et on dit que l'autonomie est le 5e risque de la sécurité sociale. Le 5e parce que c'est le 5e arrivé chronologiquement. Et pour l'instant, ce nouveau risque, petit arrêt quand même sur image, avant de développer autour de ce risque, parce que je veux justifier la raison pour laquelle je vais le prendre comme exemple, alors que j'aurais pu prendre des tas d'autres champs du droit. Ce nouveau risque, il est particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, il est encore historiquement et structurellement ciblé sur le grand âge, ce qu'on appelle le handicap, parce qu'il hérite financièrement de plusieurs aides dirigées vers ces publics. Mais rien n'interdit, et on doit même souhaiter qu'il s'émancipe un jour de toute approche par public, et que, bon, aujourd'hui, vous vivez avec un handicap, eh bien, comme tout le monde, vous avez droit à l'assurance maladie pour vos soins, aux allocations familiales pour votre famille, à une retraite si vous avez travaillé, et puisque vous avez un handicap, vous avez droit, pour vos besoins d'aide à l'autonomie, à l'assurance autonomie. Mais enfin, demain, on devrait pouvoir dire la même chose de quiconque, qui aurait tous les mêmes droits, et qui traverserait à un moment de sa vie une d'autonomie, c'est-à-dire une difficulté d'accomplir seul et sans aide les gestes de la vie quotidienne et les gestes de participation à la vie sociale. Bon, donc en un mot, c'est pas tous les jours qu'on crée un nouveau risque de protection sociale et celui-ci a une certaine dynamique devant lui. Donc je vais me servir de ce champ nouveau devant vous maintenant. La première idée, c'est très simple, c'est comment est-ce que la recherche permet de mieux poser les ambitions du droit, mais d'un nouveau vers le droit. Et puis, la deuxième idée, qui est l'idée inverse, c'est comment est-ce que la nature intrinsèque d'un nouveau droit, une projection sur des méthodes de recherche. Alors, sur le premier point, il faut s'expliquer, on a un espace juridique qui est en train de naître, juridique et administratif, qui est en train de s'ouvrir à partir de ce nouveau risque de la protection sociale. Et à la différence des précédents risques, santé, vieillesse, famille, dont je parlais tout à l'heure, l'autonomie d'une personne se définit juridiquement au regard de son environnement de vie. C'est-à-dire que le besoin, en principe seulement, malheureusement, parce que la réalité est quelquefois un peu différente, mais n'être évalué qu'au regard de l'environnement de vie de la personne, le ou les environnements dans lesquels elle évolue, dans lesquels elle a vocation à évoluer. On emploie quelquefois le terme, d'ailleurs pas très fameux, de projet de vie. Toujours est-il qu'on doit prendre en compte l'environnement de vie et répondre aux besoins d'une personne qui est environnée. Ça, c'est la réalité juridique. Voilà. Or, les aidants familiaux, les aidants ont une place évidente dans l'environnement de vie. Je veux dire, leurs choix sont déterminants pour caractériser ce qu'est un environnement de vie. Or, les schémas juridiques qui se développent, qui se déploient aujourd'hui sur le 5e risque, sur les débuts du 5e risque, se rétrécissent, hélas, à une vision de l'aidant qui est essentiellement substitutive. L'aidant informel, l'aidant familial, est appréhendé peu ou prou, dans le cadre du déploiement actuel du 5e risque, comme une forme de substitut volontaire ou involontaire d'une aide professionnelle qui est défaillante. Et donc, je pense que cette approche limite gravement, elle bride en quelque sorte une potentialité de ce que devrait être du 5e risque, de ce que devrait être un risque d'aide à l'autonomie. Parce que l'aidant informel, l'aidant familial, doit, dans ce cadre, pouvoir être aidé pas simplement comme un professionnel par défaut, mais doit pouvoir être aidé pour que ce qu'il faut aider, c'est ce que sa compétence, ce que sa présence et ses compétences permettent d'apporter à l'enrichissement d'un environnement de vie, au soutien des projets de la personne qui l'aide et aussi de ses propres projets. C'est l'environnement dans son ensemble qui doit être pris en compte. Et donc il y a un enjeu aujourd'hui à ce que l'espace juridique potentiel qui est en train de s'ouvrir ne se referme pas et à ce que l'aide aux aidants soit pensée en considérant qu'il concourt à l'environnement de vie d'une manière qui est en partie non substituable en termes de présence et de sécurisation à une aide professionnelle. Un mode de présence, une forme de sécurisation que les professionnels n'apportent pas. Et la recherche scientifique peut et doit aider à rendre compte, Claude le disait encore ce matin, de ce que l'entourage non professionnel a de propre, a de structurant. C'est la recherche pied de biche, si vous voulez, qui saisit un interstice du droit, une potentialité du droit,
la faille et qu'il élargit. Alors, exemple de faille, pour être concret, le fait par exemple que le 5e risque a accepté, mais du bout des lèvres, quelques dizaines de millions d'euros. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais non, risque de protection sociale, quelques dizaines de millions d'euros, c'est l'épaisseur du trait, a accepté de financer l'accompagnement d'un soutien professionnel à l'aide informelle que se procurent les cohabitants d'un même logement. Ça s'appelle l'aide à la vie partagée. Je n'aide pas directement, j'aide le lien qui aide. C'est une articulation extrêmement subtile, très complémentaire d'aide professionnelle et d'aide davantage observée, investie par la recherche et, je dirais, dilatée pour en déployer les potentialités et les mérites. Donc ça, c'est le premier temps de ce que je voulais illustrer ce soir, en quelque sorte, la recherche dans le droit ou permettant au droit de déployer ses potentialités. On pourrait prendre des tas d'autres exemples, mais je voulais prendre l'exemple des aidants puisqu'il en était question ce matin. Moins intuitif peut-être est la thèse inverse que j'annonçais, c'est-à-dire le droit qui vient en quelque sorte stimuler, susciter, fonder certaines méthodes de recherche. Il y a dans ce 5e risque de protection sociale, et ça va faire avec les intervenants à l'instant et les tables rondes de cet après-midi. Il y a dans le 5e risque de protection sociale, tel qu'on le pense juridiquement, une première particularité dont j'ai déjà parlé, le fait qu'il s'adresse à des environnements de vie, et puis une deuxième, qui se déduit de la première d'ailleurs, et qui est que dès lors qu'on admet qu'il doit prendre en compte les projets qu'on a pour ça, on admet qu'il s'adresse à des désirs, plus, et pas seulement à des besoins. À des désirs entendus comme au-delà des seuls besoins physiologiques les plus objectifs. Et donc, qu'il s'adresse structurellement à une subjectivité. Je précise les choses. L'objet de l'aide à l'autonomie tel qu'il est juridiquement pensé, en tant que concept juridique, ça n'est pas, comme pour les autres risques de sécurité sociale, de réparer une situation. L'assurance retraite, elle veut réparer, au moins partiellement, un salaire qu'on ne touche plus. L'assurance maladie, elle veut financer le soin qui permet de retrouver la santé perdue ou de maintenir un état de santé. Les allocations familiales veulent rattraper, réparer un niveau de vie qui est affecté par la présence des enfants. Donc il y a toujours le repère implicite d'un individu normal ou d'un ménage normal, gagnant normalement sa vie, ayant une santé normale, et que la sécurité sociale doit permettre de retrouver ou de maintenir. C'est la logique de réparation. Mais dans l'assurance autonomie, structurellement, il n'y a plus aucune normalité à rétablir. On est ce qu'on est, avec des capacités physiques, psychiques, mentales, qui sont peut-être plus limitées, mais il s'agit de prendre acte des capacités qu'on a, logique capacitaire, et de leur ouvrir le plus de possible, tous les possibles, en termes de, je dirais possible en termes de capacité d'agir, sur leur environnement précisément, sur leurs interactions sociales. Une assurance autonomie, c'est juridiquement une assurance du pouvoir d'agir. Et donc elle est marquée structurellement par la subjectivité. Son contenu, ses prestations, sont liées au désir de celle, et ça c'est très concret. Quand on fait une annonce politique en disant on prend à charge à 100% en assurance maladie, une intervention chirurgicale, un médicament, etc. Bon, on le fait après avoir estimé le coût dans un bureau, j'ai vécu dans ce genre de bureau, à partir d'un jugement d'expert sur le nombre de personnes qui ont besoin de cette intervention ou de ce médicament. Mais comme on fait, quand on fait, comme ça a été fait récemment, la même annonce de prise en charge à 100% du coût des fauteuils roulants, donc d'un besoin d'autonomie, c'est complètement autre chose. Il y a bien sûr au départ des données objectives sur les situations d'invalidité, pas très documentées d'ailleurs, enfin bon, on peut penser qu'elles existent, mais ensuite pour savoir, dans la gamme de prix qui va de un peu plus d'une centaine d'euros à plusieurs dizaines de milliers, dont j'ai besoin, dont les différentes personnes visées vont avoir besoin, ça ne dépend plus seulement d'une parole d'expert sur l'état physique. Il faut en savoir beaucoup plus sur les projets, les désirs, la manière de vivre. Est-ce que j'ai l'intention de faire du foot fauteuil ? Bon, voilà. Bon. Merci de me rétablir dans mon autonomie de parole. Et donc, pour savoir ce que va signifier financièrement cette mesure, il faut me donner la parole. Il faut me donner la parole. Ou se croire capable de la prendre à ma place. Et donc ça, c'est une vérité qui est d'évidence. Bon, mais ça prend complètement à revers toutes les logiques traditionnelles des risques historiques de la sécurité sociale, maladie, retraite, famille, pour lesquels ce qui est pris en charge peut être objectivé. Donc c'est révolutionnaire.
On peut se demander d'ailleurs pourquoi on a l'impression que beaucoup de gens n'en ont pas encore pris conscience. Pourquoi ? Sans doute en raison de ce que, jusqu'à présent, le principal effort, en tout cas en France, a porté, notamment sur le grand âge, sur l'aide à l'autonomie la plus proche des besoins élémentaires, du lever, du coucher, de la toilette, du repas. Autrement dit, de ceux qui sont les plus proches des thématiques assez objectives de santé. Enfin, vous le savez, et je me répète, l'aide à l'autonomie, c'est bien au-delà de l'aide aux gestes élémentaires de la seule vie quotidienne. Et surtout, c'est beaucoup plus que cela, y compris et même d'abord dans l'aide aux besoins les plus physiologiques. Les petits rushs filmés de ce matin ont très bien montré cette réalité. C'est-à-dire que aider une personne à faire sa toilette, c'est pas simplement l'acte technique de la laver, comme on laverait un objet. Aider à prendre un repas, c'est pas l'acte technique de nourrir. Donc ce sont des gestes qui sont autant relationnels que techniques. Et donc leur qualité ne peut pas, au-delà de l'indispensable bonne exécution technique, qui est le premier étage de la qualité, mais leur qualité globale ne peut pas faire abstraction du ressenti subjectif de la personne qu'on accompagne. Et donc la définition par la personne elle-même de son besoin d'aide à l'autonomie et l'appréciation par la personne elle-même de la conformité de cette aide à son besoin ne sont pas des suppléments qualitatifs. C'est le cœur même de ce qu'est une aide à l'autonomie. On pourrait développer beaucoup. C'est pour ça que je disais que l'aide à l'autonomie, c'est ou ça devrait être présenté comme le risque du pouvoir d'agir. D'ailleurs, j'étais intéressé par la baseline là, des diapositives du professeur Glasby quand il présentait le projet Impact. Il disait, et c'est tout à fait ça, on se rejoint. Good support isn't just about services, it's about having life. Le but d'une aide à l'autonomie, c'est pas le service, c'est la vie qu'on choisit. Et donc la conséquence de tout cela, et je vais terminer là-dessus, c'est que lorsqu'on met en avant en matière d'aide à l'autonomie la recherche participative, les voies de coproduction des savoirs. Il ne s'agit pas seulement, comme l'a bien pointé tout à l'heure le professeur Spini, d'une expression militante. Ça peut être ça, mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas non plus un souci que la recherche soit orientée vers des choses utiles. C'est bien entendu, c'est ça. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est une question épistémologique. Parce qu'on touche un point qui est constitutif de la notion même d'autonomie, de pouvoir d'agir. L'objet de la recherche est inévitablement, par sa nature même, sa nature juridique, entre les mains des personnes concernées, leurs paroles, leurs ressentis, leurs projets, donc dans ce qu'ils ont de plus subjectif, sont le matériau. Voilà, pour conclure, je me résume, le droit de l'aide à l'autonomie, le 5e risque de sécurité sociale que porte aujourd'hui en France la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, à laquelle Claude a fait allusion tout à l'heure et dont un représentant était sur une table ronde à l'instant. Donc c'est la dernière née des caisses de sécurité sociale en France. Ce risque est encore dans l'enfance. Il est plus nouveau-né, enfin il n'a pas encore atteint l'âge adulte. Il est encore en croissance, il est encore malléable. Alors, donc c'est une chance, il a besoin de la recherche en sciences sociales pour éviter le recroquevillement, pour éviter que cette croissance se fasse sur des modèles datés, sur des visions qui seraient héritées des anciens paradigmes, des paradigmes des anciens risques de protection sociale. Et quand ça commence à coûter de l'argent, c'est un vrai risque. Mais à l'inverse, ou en même temps, il peut soutenir conceptuellement la recherche en sciences sociales dans ce qu'elle a de méthodologiquement le plus prometteur, le plus innovant. Et donc, je me tourne encore vers Claude Martin, puisqu'il parlait tout à l'heure de temporalité, qui est un point effectivement important. Le PPR, enfin le programme prioritaire de recherche, n'arrive pas n'importe quand. Je crois qu'il vient juste à temps. Il vient au bon moment. Il ne doit pas rater ce moment. Je vous remercie.